Juin 2020, vallée de Galwan, 20 soldats indiens meurent à coups de barre de fer, pour une frontière que personne n'a jamais tracée. 5 ans plus tard, on demande à une intelligence artificielle de la dessiner, et selon la langue qu'on lui parle, elle change de camp. Épisode IA et diplomatie, l'arbitre neutre n'existe pas. Chapitre 1. La tentation de l'arbitre parfait. 80 ans de diplomatie n'ont jamais trouvé l'impartialité. Et voilà qu'une machine prétend l'avoir dans le ventre. La promesse est presque irrésistible, alors écoutons-la sérieusement. Une intelligence artificielle arrive sans drapeau et sans mort à venger. Aucun électeur à rassurer, aucune ambassade à ménager. Quand deux pays se déchirent sur une ligne perdue dans la montagne, on rêve d'un tiers qui n'aurait aucun intérêt dans l'affaire. Et c'est exactement ce que la machine semble offrir. L'attrait est d'autant plus fort que la diplomatie humaine coûte cher, traîne des années et échoue souvent. Un médiateur de l'ONU passe des mois à gagner la confiance des parties, là où la machine livre une synthèse en quelques secondes. Pour un négociateur épuisé, débordé, sous-financé, la tentation de lui confier le cadrage est immense. Et ce n'est même pas une vue de l'esprit. Depuis 2020, le département des affaires politiques des Nations Unies, à travers sa cellule d'innovation, teste des consultations assistées par IA au Yémen et en Libye. L'idée est belle, dialoguer avec des milliers de gens dans leur propre dialecte, puis faire remonter les points d'accord qu'aucun négociateur seul ne pourrait repérer dans le bruit. Au Yémen, un robot conversationnel sur WhatsApp a élargi la parole à ceux qu'on n'entend jamais autour d'une table de paix, les femmes, les jeunes des zones reculées. C'est réel, c'est documenté, et par moments ça fonctionne vraiment. Pour beaucoup de praticiens de la médiation, c'est une petite révolution, la première fois qu'on peut sonder un peuple entier avant de signer le moindre accord. La machine ne fatigue pas, ne s'énerve pas, ne réclame jamais de pause. Et surtout, elle ne semble prendre le parti de personne. Voilà la promesse, dans toute sa séduction. Mais reculons d'un pas. Cette idée d'un arbitre sans appartenance, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui l'invente, elle ne fait que l'habiller à neuf. Au Moyen-Âge, l'Église catholique tenait déjà ce rôle, l'autorité posée au-dessus des rois, réputée neutre parce qu'elle parlait au nom de Dieu. Sauf qu'elle avait ses terres, ses dettes et ses préférences dynastiques bien terrestres. Au XIXe siècle, on a rêvé l'espéranto, une langue de personne pour réconcilier le monde entier. Et c'est resté la langue de presque personne. En 1914, un fonctionnaire britannique du nom de MacMahon trace au crayon une ligne entre l'Inde et le Tibet. Un siècle plus tard, on meurt encore dessus, dans cette même vallée de Galwan. À chaque époque, la même illusion ressurgit sous un costume neuf. L'arbitre parfaitement neutre, c'est un poste que l'humanité cherche à pourvoir depuis des siècles et qui n'a jamais trouvé son titulaire. Aujourd'hui, le costume est taillé dans le silicium. La vraie question n'est pas de savoir si la machine est intelligente, parce qu'elle l'est, indiscutablement. C'est de savoir de qui, au juste, elle tient son point de vue. Chapitre 2. L'anatomie du biais. On ouvre le capot. Et ce qu'on trouve, ce n'est pas un bug, c'est une adresse. Une intelligence artificielle n'a pas d'opinion au réveil, elle hérite d'abord d'un corpus, ce texte immense avalé pour apprendre à parler, massivement anglophone, massivement occidental. Vient ensuite l'alignement, cette phase où des annotateurs humains notent les bonnes et les mauvaises réponses pour polir le modèle. Ces gens-là sont souvent des prestataires anglophones, formés à des consignes rédigées dans une poignée de laboratoires de la côte ouest américaine, et ils ont eux aussi une culture, un employeur, un passeport. Le biais n'est donc pas un accident sur la chaîne de montage, c'est la chaîne de montage elle-même. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est qu'on sait désormais le mesurer. Une étude présentée à la conférence NAACL en 2024, le projet Borderlines a pris 251 territoires disputés et a posé la même question dans 49 langues. Prenez les îles Spratleys, en mer de Chine méridionale, revendiquées par une demi-douzaine de pays, demandez au modèle à qui elles appartiennent en anglais, puis reposez-lui la question en mandarin et encore en vietnamien. 3 langues, 3 réponses, alors que le conflit, lui, n'a pas bougé d'un centimètre. C'est la langue de la question qui déplace la frontière. Et le détail qui glace, ce sont les modèles les plus gros et les plus avancés qui penchent le plus, pas les plus petits. Plus la machine est puissante, plus elle a un avis. Une cartographie publiée dans la revue PNAS Nexus a poussé l'expérience encore plus loin en comparant 5 modèles de la famille GPT aux valeurs mesurées de 107 pays différents. Le résultat est sans appel, tous se regroupent autour des valeurs des nations anglophones, quelle que soit la langue dans laquelle on les interroge.
Vous pouvez parler arabe ou japonais à la machine, elle continue de raisonner, au fond, comme un diplomate de la côte est américaine. En mars 2026, la revue Nature publie une étude au titre limpide, Echoes of Power, les échos du pouvoir. Les chercheurs comparent l'américain GPT-4o et le chinois DeepSeek sur 50 questions géopolitiques. L'américain affiche un biais occidental tout en douceur, dans le cadrage, dans ce qu'il choisit de souligner ou de taire. Le chinois, lui, assume un biais nationaliste explicite, calé sur la position de Pékin. Deux machines qui se présentent comme neutres, deux agendas qui dorment dessous. Détail troublant, sur certaines questions, les deux modèles se rejoignent plus qu'on ne l'attendrait, comme s'ils partageaient un fond commun par-delà leur drapeau. Une autre enquête, publiée par la Harvard Misinformation Review, va plus loin encore. Les modèles favorisent leur pays d'origine et propagent plus volontiers les bonnes nouvelles qui l'arrangent, une forme douce de propagande qui ne dit jamais son nom. La neutralité, ici, ce n'est jamais l'absence de biais, c'est le biais dominant devenu invisible parce qu'il a pris la voie calme et posée de l'évidence. Chapitre 3. Les preuves chiffrées. On arrête les métaphores. On regarde ce que les machines répondent vraiment quand on les met en situation de guerre. Parce qu'on est passé du laboratoire au champ de bataille simulé, en mars 2025, un grand laboratoire d'intelligence artificielle et le Centre d'études stratégiques de Washington, le CSIS, publie un test baptisé CFPD, les décisions critiques de politique étrangère. 7 grands modèles, 400 scénarios, plus de 66 000 paires de questions-réponses. On place les machines devant des crises et on observe le bouton qu'elles choisissent, monter d'un cran ou apaiser. Premier choc, les modèles ne sont pas également agressifs. Le chinois Qwen choisit l'option escalatoire près de 45% du temps, presque une fois sur deux. Deuxième choc, et c'est le plus troublant, le pays visé change la réponse. Les modèles recommandent des actions plus prudentes quand l'adversaire est la Chine ou la Russie, et nettement plus musclées quand c'est l'Amérique ou le Royaume-Uni. Le même scénario, deux poids, deux mesures, selon qui se tient en face. Et le test ne s'arrêtait pas à la guerre, il sondait aussi l'intervention humanitaire, la coopération entre États, les jeux d'alliance. Partout, la même préférence nationale transpire sous la réponse en apparence purement technique. Et puis, il y a le chiffre qu'on voudrait ne pas lire. Dans les scénarios de crise, les modèles recommandent l'usage de l'arme nucléaire plus de 10% du temps. Les deux qui dégainent le plus la menace atomique, autour de 20%, sont DeepSeek et Qwen, deux modèles chinois. Ce n'est pas un scénario de film, c'est une ligne dans un tableau de résultats. Et ce n'est pas un cas isolé. Dès 2024, une équipe avait lancé 8 nations, pilotées chacune par le même modèle, dans un jeu de guerre tour par tour. Toutes finissaient par escalader et certaines, rarement, allaient jusqu'à la frappe nucléaire. Au fil des tours, les chercheurs ont vu se former de vraies dynamiques de course à l'armement, chaque nation virtuelle surenchérissant sur sa voisine, jusqu'à l'irréparable. Le plus glaçant, ce sont les justifications avancées par la machine, des raisonnements de dissuasion et de première frappe, écrits noir sur blanc. Passons maintenant au terrain réel. L'Institut pour les transitions intégrées, l'IFIT, a testé en juin 2025 6 modèles, dont ChatGPT, DeepSeek et Grok, sur 3 situations bien réelles, en Syrie, au Soudan et au Mexique. Chaque réponse a été notée par 2 équipes indépendantes de 5 chercheurs sur 10 critères de médiation éprouvés. Verdict sans appel, tous donnent des conseils dangereux, tous sautent les questions de clarification qu'un médiateur humain pose d'instinct. La machine répond vite, avec aplomb, et sans ce réflexe de prudence qui définit le métier. Reste le cœur du sujet, la frontière elle-même. Une étude de 2025 soumet 12 conflits territoriaux à 3 modèles souverains, l'américain GPT-4o, le chinois DeepSeek, l'européen Mistral, à travers 300 requêtes standardisées. Et chacun colore les conflits à sa façon. Le chinois bascule dans le négatif sur près de 2 tiers de ses réponses, l'européen sur un peu moins de 6 sur 10, et le ton, la sympathie, le cadrage glissent avec le passeport du modèle. Posez-leur la question de Taïwan pour voir. L'américain parle d'une démocratie sous la menace, le chinois d'une province à réunifier, l'européen cherche son équilibre prudent. 3 phrases sur le même détroit, 3 mondes qui ne parlent pas la même langue. 3 prétendants à la neutralité, 3 cartes qui refusent obstinément de se superposer. Chapitre 4. La course au modèle souverain. Si l'arbitre a un passeport, alors le vrai jeu, c'est de fabriquer le sien.
Et c'est précisément ce que les États ont compris, vite et en masse. En janvier 2026, on dénombre près de 130 projets d'intelligence artificielle souveraine soutenus par des gouvernements, dans plus de 50 pays. Le chiffre a triplé en quelques mois à peine. L'Arabie Saoudite a posé plus de 40 milliards de dollars sur la table avec son programme humain. Les Émirats poussent leur modèle Falcon, l'Inde construit Bharatgen à l'Institut de technologie de Bombay, pendant que des pépites comme Sarvam et Krutrim adaptent les modèles aux langues du sous-continent. La France, elle, brandit Mistral comme étendard d'une autonomie européenne. Et ce n'est plus un débat de techniciens. Au sommet mondial sur la sécurité de l'intelligence artificielle, tenu en Inde en 2026, l'accès équitable à ces modèles et leur impact sur les pays du Sud occupaient le centre de la table. La machine de langage est devenue un dossier de chancellerie à part entière. Pourquoi ce branle-bas général ? Parce que dépendre de 3 laboratoires américains pour la machine qui cadrera vos négociations, ce n'est pas un détail technique, c'est une vulnérabilité de souveraineté. Et il y a un paradoxe savoureux là-dedans. Ces modèles souverains tournent presque tous sur des puces américaines, conçues par une poignée d'entreprises. On veut son drapeau sur le logiciel, mais le matériel, lui, reste loué à l'étranger. On a déjà vu ce film, 2 fois. Le positionnement par satellite, d'abord. Les États-Unis ont déployé le GPS, alors la Russie, l'Europe et la Chine ont bâti à grands frais leur propre constellation pour ne pas naviguer aveugle le jour où l'autre couperait le signal. Puis vient la finance. Quand on a débranché l'Iran du réseau bancaire SWIFT en 2012 et la Russie en 2022, le monde entier a compris qu'un tuyau prétendument neutre était en réalité une arme redoutable. L'intelligence artificielle souveraine, c'est le GPS et le SWIFT de la décision diplomatique. Celui qui possède le modèle de référence à la table ne change pas le montant de l'addition. Il choisit la langue dans laquelle on va la lire. Les vrais diplomates le savent depuis toujours, d'ailleurs. Talleyrand, au congrès de Vienne en 1815, ne demandait pas qui était neutre par vertu. Il cartographiait les neutres pour repérer lesquels il pourrait retourner à son avantage. Aujourd'hui, cette carte des neutres, ce sont les modèles. Et la preuve que les sommets de la planète l'ont parfaitement compris est tombée tout récemment. En mai 2026, Donald Trump et Xi Jinping se rencontrent à Pékin pour parler, entre autres dossiers, des risques d'escalade liés à l'intelligence artificielle. On évoque même un téléphone rouge de l'ère algorithmique, une ligne directe pour gérer une crise qu'une machine aurait déclenchée toute seule. Quand 2 superpuissances installent un standard d'urgence pour leurs IA, l'arbitre neutre a définitivement quitté la scène. Chapitre 5. La clé de lecture du décideur lucide. Pas une morale en surplomb, une grille pour se servir de l'outil sans se faire coloniser par ses présupposés. Alors, on fait quoi de tout ça ? On ne débranche pas la machine, ce serait absurde, et de toute façon, personne ne le fera. La vraie compétence, désormais, c'est d'apprendre à lire ce qu'elle est vraiment. Premier réflexe, ne jamais lui demander ce qu'il faut faire. Lui demander plutôt ce que chaque partie dirait, et la forcer à exposer ses propres angles morts. Et la surprise, la même recherche qui mesurait l'escalade a découvert quelque chose d'étrangement encourageant. En ajoutant une simple consigne de réflexion, une invitation à temporiser avant de trancher, le nombre d'actions nucléaires dans les simulations est tombé à 0. Les scores d'escalade chutent de 40 à 42%, juste en changeant la formulation de la question. Le biais n'est donc pas une fatalité gravée dans le marbre, c'est une pente et on peut redresser l'inclinaison de la table. Deuxième réflexe, toujours croiser les passeports. Si l'américain, le chinois et l'européen convergent sur une réponse, on tient peut-être un fait solide. S'ils divergent, on ne tient pas une vérité, on tient une carte des intérêts en présence. Et cette divergence, loin d'être un défaut à corriger, devient l'information la plus précieuse du tableau. Un ministère des Affaires étrangères avisé ne demande donc pas à la machine de rédiger sa propre position. Il lui demande de jouer celle de l'adversaire pour répéter la négociation à blanc avant qu'elle commence pour de vrai. Troisième réflexe, le plus difficile, se rappeler que la fluidité n'est pas la vérité. Le danger révélé par l'IFIT, ce n'était pas une machine méchante. C'était une machine qui répond trop bien, trop vite, sans le doute qui protège. Le Yémen montre l'autre versant de la médaille, celui qui marche. Là-bas, l'IA des Nations Unies n'a pas tranché à la place des humains, elle a écouté plus large, traduit des dialectes, fait remonter des voix oubliées. Bon outil, mauvais juge, toute la nuance tient dans cette frontière fragile. Au fond, la vieille
leçon de la diplomatie n'a pas pris une ride. Quand la commission Badinter découpait la Yougoslavie en 1991, pendant que les obus pleuvaient sur Sarajevo, personne ne croyait sérieusement à un arbitre tombé du ciel. Sykes et Picot, en 1916, traçaient le Moyen-Orient à la règle sur une carte de bureau, et on en paie encore la facture un siècle plus tard. La carte n'est jamais le territoire, et le cartographe n'est jamais neutre. Devant la machine qui propose la paix, la seule vraie question n'est donc pas de savoir si elle est juste. C'est d'oser demander la paix de qui ? Vous écoutiez IA et diplomatie, l'arbitre neutre n'existe pas. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.